Danny Gagnon le 10 juin 2022. La dent, le serpent ou je pourrais dire le serpent noir ou bon, la dent. Oups. Ah, c'est tannant ça. La méduse, mais j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus aussi. Ça va être l'insectoïde. Ok. Je suis dans l'étude ou dans l'apprentissage de soins énergétiques. Et j'observe souvent dans les blessures, des blessures de vie antérieure ou de mémoire de blessures transgénérationnelles. Et j'observe aussi, en faisant des constellations familiales, qu'il y a beaucoup d'entités ou d'énergies qui viennent nous rejoindre avec leurs blessures. On les reconnaît par leurs blessures. C'est plutôt étrange. Donc, ce sont des gens, des personnes qui n'ont pas été guéries. Vraiment. Qui portent des blessures et que l'on, étant donné qu'ils sont décédés, que l'on porte, qu'on doit se guérir, mais qu'en même temps qu'on guérit à eux aussi quelque part. Et j'observe ma pratique qui est, si on peut dire, de retirer des implants ou des programmes ou, si on pourrait dire la racine, les racines des blessures. J'ai expliqué avec la vidéo de la dent un peu le principe. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que même si j'arrive puis je sors la dent, je sors ou j'enlève la racine, la blessure porte la mémoire encore. Et tant que la personne n'a pas conscientisé l'impact ou de faire l'observation de cette blessure et de l'impact que ça amène dans sa vie, c'est presque un peu travailler dans le vide quelque part. Il y a des choses qui ne reviennent jamais, qui ne reviennent pas, mais il y en a d'autres qui persistent parce que on doit les conscientiser. Et là, ce qui est intéressant, c'est la constellation familiale permet de faire l'observation du pourquoi et du comment des blessures et de conscientiser. Et la constellation familiale ne fait faire qu'une observation. La constellation familiale n'est pas la guérison. Il faut, à partir de ce moment-là, travailler. C'est là que le travail commence vraiment. C'est là que l'on reconnaît qu'il y a dans notre jardin une plante, une mauvaise herbe, qui nous nourrit d'un mauvais fruit, qui nous empoisonne. Alors l'exercice, l'effort est de retirer cette racine, cette plante, et dans l'effet de la constellation familiale, ce qu'on vient faire, c'est de replanter une nouvelle graine. On vient réintroduire au jardin une graine qui va venir dans l'effet contraire de ce que cette plante a produit. Donc, on va cesser d'être empoisonné par cet effet-là. Mais tant et aussi longtemps que les racines ne se sont pas sorties ou ne se sont pas détachées de cet être-là, de cette plante-là,
la nouvelle plante va prendre sa place tranquillement, mais ne pourra pas prendre sa place si l'autre est toujours présente. Il y a un effort à faire, et là, ça demande un certain temps pour certaines choses. Alors, il y a la constellation familiale qui nous permet de faire l'observation et de commencer un travail sur soi. Il y a aussi la pratique de retirer ses implants ou d'aller chercher la racine dans sa totalité. Et il y a aussi la guérison de la blessure. Dans les soins énergétiques, il y a la guérison des blessures. Je suis resté assez étonné de voir que des opérations au niveau du corps physique étaient guéries, cicatrisées, mais au niveau des corps énergétiques, c'était comme rester des plaies ouvertes. Et certaines personnes me disaient que quand il manque des organes, ça fait un effet de vide. Je n'ai pas rencontré encore. Mais au niveau énergétique, il y a un travail à faire. Il y a un exercice à faire de reconstruction énergétique. Alors, on part avec la dent. Maintenant, on va aller à la racine. On va à la racine et on rencontre des entités prisonnières. Elles semblent libres, elles semblent agir d'elles-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'elles ont quelque chose au-dessus de leur tête qui les commande. Lorsque l'on s'attaque ou on va vers la racine, ce que nous observons, la première chose, c'est la queue du serpent. Ce qu'on pourrait appeler le serpent noir. Il a été dit récemment, j'ai entendu des Esséniens par Florent, que le serpent noir se calme quelque part. Si on est dans une approche de conscientisation d'un exercice mental émotionnel, c'est l'effet que ça fait. À partir du moment quand l'on va fouiller pour sortir le nom des entités et des mettre en lumière, la dynamique est un peu différente. Parce qu'à ce moment-là, on comprend le lien qui unit le corps du serpent à d'autres serpents, à un ensemble beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui fait que notre serpent se calme quelque part. Mais c'est un peu comme une cotte de maille. C'est qu'il y a une entité, une énergie, qui souvent peut ressembler à un groupe, et souvent qui est un groupe. Donc, cette énergie-là est fusionnée avec d'autres. Il y a des fusions pour créer des groupes, parce qu'en groupe, ils sont plus forts. C'est un être plus complet, plus performant. Ils sont dans une forme de performance. Ils détiennent à leur ensemble des multiples qualités qu'ils n'auraient pas désunies. Alors, ils sont dans une dynamique d'oppression, mais avec des facultés multipliées par leur regroupement. Et c'est ce qui fait leur force. Et c'est ce qui fait notre faiblesse aussi devant ces êtres. C'est que pour être face à eux, dans une dynamique d'égalité, il faudrait être des personnes conscientes de ça, avec des capacités, des facultés différentes et qui se complètent de façon volontaire, professionnelle,
en partenariat, en toute amitié, dans le don de soi. Et c'est ce qu'on a de la difficulté à faire. On est très individualiste, on garde nos secrets et on veut être dans une forme de pratique souvent individuelle, alors que l'union fait la force, alors que d'unir nos capacités fait de nous des êtres beaucoup plus performants et beaucoup mieux adaptés à ce monde-là. Alors, j'observe des liens, souvent sacrificiels, donc des êtres qui ont été sacrifiés, qui ont été emprisonnés et qui sont dans une dynamique, à partir du moment qu'ils ont été sacrifiés, ils sont liés à leur sacrificateur. On parle de meurtre ou vraiment de cérémonie sacrificielle. Alors ils ont un lien de vie et de mort. Ça, c'est une forme d'attachement. Il y a aussi les commanditaires de cette mort. Parce qu'il y a des assassins, il y a des commanditaires, et les commanditaires sont liés à ça. Donc, on agrandit le cercle. Mais souvent, quand tu arrives avec ce que moi j'appelle la maison des assassins, on arrive avec des êtres qui ont beaucoup de lourdeur parce qu'ils ont beaucoup de liens, et tu te ramasses avec une espèce de chapelet de continuité. Donc, ce que ça fait concrètement, c'est que si vous arrivez avec un être ou une entité qui est dans cette dynamique-là et qui est rattaché à un regroupement, comme la maison des assassins, ce qu'on va observer, c'est que en enlevant cette entité-là, un autre va prendre la place à plus ou moins long terme. Alors, si on se limite aux simples énergies reliées directement aux troubles ou à l'oppression que la personne subit, ce n'est qu'une question de temps pour que le trou se remplisse. C'est un peu comme si je vous dirais, mais ça je vais y arriver plus tard, parce qu'on va agrandir l'effet ou l'espace visuel, on va l'agrandir. Alors, ils ont des liens dans le sacrifice, dans la mort, dans le cannibalisme, de manger ou d'être mangé. Au niveau des reptiliens, c'est pas rare, c'est quelque chose de courant. Il y a eu des périodes assez barbares. Je continue. Alors, ce qu'on observe, c'est une structure vaste, grande, et qui forme quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que j'appelle la méduse. Donc, la dent qui vient nous blesser à travers les générations, est comme une méduse. Elle nous agrippe, nous empoisonne, nous endort, nous tient endormis. Et cette fameuse tentacule est à l'image, ou ce fil-là est à l'image du serpent noir. C'est son rôle, c'est un peu son rôle. Il y a au travers de ça, quand tu commences à faire du ménage là-dedans, des entités positives qui ont été simplement emprisonnées par densité négative dans son ensemble. Le fait qu'il y ait plusieurs entités oppressives
sont suffisantes à maintenir une entité positive sous leur joug et leur permet d'avoir des capacités de cet être-là. Ça leur donne les capacités. C'est comme s'ils viendraient voler leurs capacités à ces êtres positifs-là. Alors, en faisant du ménage, comme ça, on fait des belles découvertes, puis surprenantes. Vraiment surprenantes. T'as des entités de l'Égypte, t'as des entités t'as des papes, t'as toutes sortes de mondes qui ont fait partie de notre culture, si on peut dire, de notre passé, de nos combats. Et notre combat était leur combat. Et qui se sont retrouvés prisonniers de sacrifices, de mise à mort. Comment on appelle ça, donc? Pas d'être excommuniés, mais d'hérésie. Ceux qui ont été accusés d'hérésie. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont prisonnières dans ça. Alors, je continue. Le serpent noir va tenter de se cacher. Il va rester discret. Mais il est en lien, il est en contact avec tous les autres serpents noirs qui l'entourent. Par ces mailles-là, par ces liens-là obscurs, qui fait que les personnes de notre entourage vont être dans un effet de... pas d'emprisonnement, mais de stimulation négative, si on peut dire, un peu pour nous mettre à l'épreuve. Ils rentrent eux-mêmes dans l'épreuve. Ils font partie de l'épreuve, nous mettent à l'épreuve et cherchent à nous faire basculer, à nous intimider, à ce que l'on lâche prise et qu'on redevienne les êtres un peu abrutis et qu'ils ne veulent pas qu'on se libère d'une certaine façon. Donc, ils vont interagir avec le lien qui nous entoure. Et là, la libération devient difficile. On peut se libérer quand même pas mal de ce serpent noir-là et d'arriver à se faire une sphère de protection, une forme de bulle. Mais notre famille qui nous entoure, elle, n'est pas libre pour autant. Toutes les personnes qui sont autour de nous autres, qui gravitent autour de nous, vont être appelées à être dans une forme d'irritation et d'être dans une forme de réaction conséquente. Et ça devient leur combat aussi. Et là, c'est d'être un guide. C'est d'être un guide pour arriver de façon d'action jumelée, donc dans la parole, de bien se parler, de bien se comprendre, pour cerner les petits défauts, les bébites, les bobos, qu'est-ce qui nous irrite, qu'est-ce qui se passe, puis d'essayer de tempérer tout ça, d'harmoniser, de créer une atmosphère. Et cette atmosphère-là, on a notre atmosphère à l'intérieur de nous et on est dans une certaine forme de sérénité et de paix. Mais la paix ne nous entoure pas forcément facilement. C'est difficile de rester dans une dynamique de paix
quand les gens qui nous entourent n'ont pas l'ouverture et la conscience d'esprit de ces énergies-là qui traversent leurs pensées et leurs émotions, c'est quelque chose de très, très difficile. Et je vais donner un exemple particulier que j'ai vu au moment de la COVID. Il y avait une énergie rattachée à la mémoire de mon garçon. Et je n'arrivais pas à la cerner. À partir du moment que j'ai eu le COVID, il y a eu la fièvre un peu, il y a eu certains symptômes, mais à la fin du cycle, si on peut dire, à la bascule, avant même que je reprenne, si on peut dire, une forme de contrôle, que mon corps reprenne en main, c'est un peu comme s'il y aurait eu un basculement et que mes barrières auraient comme tombé. Et pour la première fois, l'entité ou l'énergie qui animait la mémoire de mon garçon est rentrée en moi. Puis c'est là que j'ai fait un rêve assez épouvantable de cruauté et que j'ai eu beaucoup de difficultés à me sortir de ce rêve-là. Et j'imagine même pas ce que mon garçon a pu endurer par rapport à ses mémoires. C'est vraiment de la cruauté, puis c'est très déplorable, c'est très fatigant à vivre. Alors j'ai pu, pour la première fois, l'hameçonner, faire sortir son nom et l'enchaîner et le faire passer. Par contre, la blessure, la mémoire reste là et souvent, il y a des énergies qui viennent la réactiver. C'est un combat constant d'essayer d'être présent puis d'être constant pour être dans une forme de protection. Alors, c'est un exemple de situation que les barrières tombent. Quand on disait aux gens de rester chez eux, d'être confinés quand vous avez la COVID, c'était un élément positif parce qu'à ce moment-là, il y a eu des échanges d'énergie négatives, oppressantes, d'individus à d'autres, et qui peuvent amener une forme de contamination rapide. C'est un peu comme si, tout d'un coup, la capacité de fusion des liens entre les personnes devient facile. Et ça m'a beaucoup étonné de voir la facilité avec laquelle les énergies, par les bactéries et les virus, font tomber les barrières et percent des passages dans nos corps énergétiques. Donc, les blessures là-dedans, la racine. Nous allons monter un peu plus haut. Nous allons aller vers un être plus grand que j'appelle la méduse. J'ai parlé de la méduse comme étant une structure de création à l'union des 12 et qu'elle a été corrompue. Il existe des êtres de cette dimension
des méduses, il y en existe 10 dans notre univers. Sur les 10, 9 ont réussi à être implantés. Ils ont été implantés par notre fameux grand nécromancien et qui a instauré ces êtres-là à l'union comme une forme de protection. Au même principe que le vaccin pourrait l'être contre le COVID-19 ou autre. C'était comme une solution à une situation de crise. D'une certaine fausse crise. Donc, ces grandes méduses-là, ces grandes consciences-là, portent en eux cette fameuse cotte de maille, cet empoisonnement-là. L'être initial de départ est une entité positive qui demande à être libérée. Donc, sur les 9, 3 ont été libérés. 2 sont libres et la 3e participe à une union qui est comme différente avec le groupe ou les individus avec lesquels elles sont liées. C'est-à-dire que les individus ou les êtres qui ont conjointement comme accepté de faire partie de cet ensemble l'ont fait de façon conjointe avec l'entité, la méduse elle-même, pour être d'une certaine façon plus performant ou mieux avisé, vraiment dans le sens initial de ce que ça devait être. Alors, présentement, nous autres sur Terre, on est comme un peu prisonniers, mais nous sommes en cheminement de libération de la méduse. Parce que lorsque l'on fait passer ou qu'on fait passer des entités, ce qu'on fait, c'est qu'on les libère. On les libère de leur lien, de ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de passer. Alors, on les libère de leur traumatisme, de ce qui les retient. Et pour eux autres, c'est une libération. Ce sont des entités qui sont au départ oppressantes et lorsqu'ils sont libérés, deviennent reconnaissantes. Ils sont plus que reconnaissantes. Et ça arrive souvent qu'ils reviennent participer à la grande marche de la libération de tout l'ensemble de la création. Parce que c'est pas seulement l'humain qui est concerné. Toute la vie sur Terre, les animaux, les arbres, les plantes, dans les océans, tous ces êtres-là sont concernés. Ils sont en état d'asservissement, d'esclavage. Alors, on va aller plus loin à cette heure avec les insectoïdes. Les insectoïdes. Ma première, j'ai fait des rêves sur les insectes. Très peu, mais j'ai fait des rêves sur les insectes. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des entités qui avaient des liens de chair par transplantation. Et là, je me suis mis à observer que les transplantations étaient des liens d'emprisonnement de nos corps énergétiques après notre mort. Si on faisait un don d'organes,
on devenait prisonnier. C'était comme une forme de magie grise qui cache une magie noire. Mais il y a des êtres qui ont été volontairement transplantés pour devenir des super oppresseurs. L'observation que j'ai faite, c'est qu'il y avait de multiples corps, de multiples individus qui étaient fusionnés à de multiples entités, d'êtres, et qu'il y a eu chirurgie. Qui dit chirurgie dit chirurgien. Alors je me suis posé la question, qui sont ces chirurgiens? Et j'ai observé 3 grands insectoïdes qui étaient... comment je peux dire ça? Il y avait un chirurgien, mettons en chef. Je pourrais plus dire le plus cruel des 3. Parce qu'au niveau des consciences insectoïdes, il y en a qui sont bienveillantes. Et dans les 3 entités qui étaient là, 2 sont soft, qui sont moyennes. Puis t'en as une qui est particulièrement agressive, mais qui tente étrangement de se racheter d'une certaine façon. Mais. Alors, j'observe une scène ou une situation, j'observe... on va y aller directement. Puis je pense en avoir déjà parlé. J'observe les 12 ou 13 seigneurs des mondes, l'union des 12, mais leurs corps ont été saisis. Et il y a donc les 3 chirurgiens au centre, et il y a tous les corps disposés autour. Et dans un cercle extérieur, il y avait 32 autres corps. Donc, il y avait comme 12 ou 13 corps au centre et 32 autres autour. Et des 32, il y avait des morceaux disparates, éparpillés ou fusionnés avec tous les êtres qui étaient là pour faire une majorité d'énergie négative sur l'entité positive qu'étaient les corps des éons. Donc, c'est comme vous dire que les éons ont été parasités. Là, je parle des éons, je parle des créateurs éons. Et ont été donc charcutés pour qu'ils aient une majorité noire. Création des grands insectoïdes. Et qui a amené une descendance particulière. Là, je vais sortir de ça pour revenir, mais je vais revenir, on va détourner pour aller vers nos arbres généalogiques de nos êtres. Donc, je suis dans ma branche, je suis dans mon arbre de génération, de vie après vie. Et je suis dans un arbre qui est sous le signe du lion, qui est dans une dynamique énergétique du lion.
Et à toutes mes réincarnations, je me réincarne dans le signe du lion, dans mon arbre. Mais ma racine, mon départ de cet arbre-là, a été comme attrapé. C'est un peu comme si je vous dirais que le plan énergétique de l'arbre a été parasité par ce grand insectoïde-là. Et c'est un peu comme s'il aurait découvert une forêt et qu'il l'aurait contaminé dans son origine, dans son départ, comme s'il aurait réussi à remonter à la source de la racine de cet arbre-là. Alors j'observe l'arbre qui est sous le signe du lion. À ce moment-là, je parlais avec mon ami Carole et il me disait que ce que l'on voit, et c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Nous voyons ce qu'il y a en nous. C'est un peu comme renverser un bas. Alors, si on observe le ciel, ce qui semble être le point le plus loin, à l'intérieur de nous, est le point le plus rapproché, le plus central de nous-mêmes. Et que lorsqu'on arrive à l'arbre, nous arrivons devant... C'est un peu comme si l'arbre était appuyé sur une table ronde ou une sphère de l'univers, mais sur lui-même. Au lieu d'être en expansion inversée, comme nous, on le connaît, à l'intérieur de nous, dans les mondes subtils, dans les mondes des consciences qu'on va dire supérieures, il est inversé sur lui-même. Et il pourrait porter le nom de table ronde. Alors, nous observons que le ciel lui-même, quelque part dans les plans énergétiques, a été parasité. Ça prend des consciences assez hautes pour être derrière ça. Assez hautes, en même temps assez basses. Puis elles se définissent jusque dans la matière. L'action de l'insectoïde se définit jusque dans la matière. Jusqu'à quel point? Il y a beaucoup de gens qui vont parler que certaines personnes portent la conscience des reptiliens ou d'une facette de ce qu'étaient ou ce que sont les reptiliens. Mais peu parlent des insectoïdes et qui sont des prédateurs beaucoup plus redoutables. Les insectoïdes ont la capacité de prendre en otage des arbres générationnels. Ils vont se nourrir des énergies négatives. Ils vont se nourrir de ce qui entretient l'esclavage, au même titre que les fourmis peuvent le faire sur les pucerons. On va observer
que les pucerons sont pris en esclavage dans les arbres et qui sont au service des fourmis pour leur fournir des sucres et toutes sortes de choses. Et les grands insectoïdes vont agir de la même manière avec les hommes. Mais ils vont être derrière des reptiliens, certaines formes d'insectes aussi encore, certaines formes d'êtres différents, qu'on pourrait même... Il y a certains dragons qui vont être dans le soumis, ou plutôt qui pour eux, une certaine forme de puissance, ça leur procure une certaine forme de puissance, mais c'est comme un confort, un confort mensonger. C'est comme un mensonge. C'est tout du mensonge. Alors, ces grands insectoïdes-là vont agir sur des sociétés entières, des communautés. C'est pas juste sur des familles, c'est des sociétés entières. Il y a dans ce monde des gens qui travaillent, je ne sais pas si c'est à l'élaboration de création d'insectes, mais les insectes que l'on observe aujourd'hui ont des variations de facultés. On va observer des insectes qui s'attaquaient seulement aux ormes, qui ont changé leur menu pour aller vers le tremble, vers les saules, puis vers d'autres espèces. Mais plusieurs les insectes le font. Puis quand c'est pas des insectes, c'est des vers, des parasites au niveau des feuilles. Puis il y a des années que c'est fou comment est-ce que au niveau des insectes, ça bouge, il y a du bouleversement, les forêts sont maganées, certaines sont dévastées. C'est l'enfer comment est-ce que le monde des insectes est puissant et en pleine totalité de leur force, si on peut dire. Il y a, je pense, quelque part des gens qui travaillent à le perfectionnement des insectes. Au perfectionnement des insectes dans des luttes commerciales, à des fins commerciales, à des fins... parce que tu sais, ça reste que c'est caché. Mais notre corps, ou le corps de beaucoup d'êtres vivants, va terminer vers le monde du recyclage, dans lequel les insectes sont en grande totalité majoritaires. Il n'y a pas juste les champignons, là, tu sais. Ça, c'est une autre affaire. Là. Il y a des champignons là, qui sont fous. Là. C'est fou comment est-ce que les champignons sont versatiles et qui passent d'un état de levure à un autre état. Et qui des fois font les deux. Ils font soit bactéries ou soit levure. Ou ça devient quasiment difficile à traiter parce qu'ils ont les deux capacités, deux états. Puis tu le vois dans le monde au niveau humain, mais tu le vois aussi dans le monde végétal. Les transformations des champignons, puis de l'agression qu'ils ont sur les plantes. Quand je parlais tantôt de l'absence de l'homme dans la nature, avec ces champignons-là, puis les insectes-là, c'est une dévastation. Par absence de l'homme, mais par aussi toute cette puissance qui est derrière et qui la pousse. Certains vont parler du monde de la mer, du recyclage, mais
comment je peux dire ça? Il y a une différence entre le recyclage et l'oppression. Parce que présentement, il y a viol de la terre. La terre est violée. La terre est bafouée. La terre est saccagée. On n'est plus dans le recyclage. On n'est pas dans le cycle du respect du recyclage. On est dans une décadence de l'ensemble. Et à la limite du recyclage lui-même. Il y a une autre facette que je voulais parler avec la couronne de Gaïa, c'était que le féminin sacré, ou plutôt le féminin en général, je n'observe pas ou très peu de féminin dans les entités qui sont prisonnières. Comme si le féminin était pris en charge d'une autre façon. Mais j'ai observé une autre facette, une autre réalité qui est le décuplement de l'arbre de la génération. C'est-à-dire que moi, mon essence, mon être, est en quelque temps une femme et en quelque temps un homme. Potentiel. Mais que les deux, par identification, se séparent. Par identification, et par identification à la mort de nos corps, restent comme distincts, mais en vérité, ils sont un. C'est un peu comme si l'arbre des généalogies de nos essences aurait été scindé en deux. À la fois là, présent, simultané, mais à la fois séparé par cette distinction. Et je me disais que le féminin sacré, étant donné que les femmes avaient une compréhension de donner la vie, de porter la vie, avaient une compréhension à la matière qui était différente et une dimension sociale ou mentale ou plus profonde que l'homme peut porter ou être tenté à porter. Et leur donne une forme de sauf-conduit par cette intelligence-là. Mais avec la couronne de Gaïa, c'est un peu différent. Comme s'il y avait une autre facette de Gaïa ou du féminin sacré qui quelque part m'est encore caché. Je ne cherche pas à le découvrir forcément. C'est une intrigue, c'est une énigme, mais ça vient directement affecter notre arbre, notre conscience de l'arbre et de la gestion, si on peut dire, de l'oppression transgénérationnelle et dans nos arbres de l'essence. Parce qu'il y a comme quand même ce que nous sommes et il y a ce que nous pouvons être, tous les potentiels. Et c'est comme si je vous dirais que nos êtres potentiels, par notre sommeil, nous rend accessibles. Notre prophétie, notre devenir ne nous appartient pas par sommeil. Au même principe que Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, ce que je vous dis là, c'est que le féminin sacré que nous sommes a croqué le fruit
somatique. Et les 7 nains, les 7 principes de vie, ont prévenu Blanche-Neige. Pour nous dire, tu vas te ramasser, tu vas t'endormir. Donc, nous voyons la mère, Gaïa, à travers nous, et son devenir est endormi par notre sommeil. Par notre sommeil, notre prophétie ne nous appartient pas. Notre semence, nos enfants, si on peut dire quelque part, notre descendance ne nous appartient pas. Alors, tant et aussi longtemps que Gaïa ne sera pas libérée, mais pour libérer Gaïa de ça, ou se libérer, il faut se libérer au niveau de la conscience. Et en tout cas, pour moi, c'est l'observation de ces grands insectoïdes-là. J'en ai observé 4 ou 5. Mais ça demeure très très difficile de les cerner. Alors, ce que je vous dis, c'est que la table ronde a été quelque part corrompue. Elle a été libérée récemment, il y a 2 ans, 3 ans. Par la libération de la table ronde, l'éveil va venir dans notre arbre, dans notre généalogie, dans notre arbre, dans notre essence. C'est quelque chose qui s'en vient, qui se fait présentement et qui va l'être davantage. Notre éveil est imminent et je vais vous emmener plus loin. Nous sommes sur la montagne. Nous sommes face à l'autel. Qu'est-ce que l'autel? Je suis l'autel. L'autel de pierre de la terre-mère. Le féminin sacré. Mon féminin sacré. Il est compréhensible, il est important de comprendre que la table qui est là devant nous, cet autel, est comme la table de l'imprimeur sous lequel se fait les impressions. Ce que je vous dis là, c'est que cette table a des lettres. Et ces lettres sont les principes. Les principes de vie et de mort. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se rajoutent. Mais le principe est là. Nous avons le féminin sacré. Et il y a ce qui nous habite dans notre féminin sacré sur cette table, sur cet autel. Ce n'est pas un sacrifice. Mais je vais vous parler d'un sacrifice.
Jésus sur la croix représente le féminin de son corps et de son esprit le masculin sacré. Nous observons le sacrifice de Dieu. Nous n'observons pas le sacrifice d'un homme. Nous observons le sacrifice d'une totalité d'un être. Une part divine, une part de Dieu. Ce sacrifice est un mensonge. C'est un peu comme si je vous dirais que Dieu s'est auto-sacrifié. Mais pour moi, c'est un mensonge. Parce que la mère ne l'aurait jamais accepté et le père non plus, de part et d'autre. L'usurpateur, le violeur, celui qui bafoue l'humanité, celui qui bafoue ce que nous sommes de plus profond de nous-mêmes, des gardiens de la vie. C'est un peu comme si notre part divine aurait été sacrifiée ou mise à sacrifice. Et ça, c'est simplement une forme de croyance dans notre esprit, un état de conscience à laquelle il faut se libérer. Pour libérer notre part céleste, notre Père, sur l'autel. Parce que l'autel est surplombé. Nous avons l'autel et la tangente. L'autel est la tangente entre la terre et le ciel. Le Père et la Mère. La compréhension du sacrifice, c'est la conscientisation que nous sommes les enfants de la lumière, les enfants de la terre. Là est notre être. Ce qu'on pourrait considérer comme un sacrifice, mais que je ne considère pas être une chose qui porte ce nom. Je ne suis pas un sacrifice. Nous ne sommes pas des sacrifices. Nous sommes le bras, l'action, la conscience, quelque part, de la mère et du père. Nous portons en nous la sérénité, la miséricorde, l'humilité, la tempérance, l'éveil, la droiture, et plusieurs couleurs qui sont décalées de tout ça. Ici et maintenant, nous venons de libérer Dieu de son sacrifice. C'est un peu étrange à dire, mais dans notre conscience, c'est un peu comme si je vous dirais que vous retrouvez une part divine qui n'a pas la tête sur la bûche. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a la tangente. Ce point de tangente. Cette synthèse. Ce point de synthèse. La table de l'imprimeur. Où se tisse
l'ADN de notre conscience, de notre corps énergétique, de notre dimension spirituelle. Ça me ramène à Moïse et aux tables de la loi. Mais si je vous parle des principes de la vie, on pourrait dire que les tablettes sont l'écriture des principes de la vie. Et ils appartiennent à chacun d'entre vous. Et c'est à vous d'aller à leur rencontre. Je vis actuellement une situation qui n'est pas facile à la maison. C'est-à-dire que des personnes à la maison ici sont confrontées à leur démon ou à leur être profond, à surmonter leurs obstacles. Ça me ramène aussi au Seigneur des Anneaux et à Gandalf qui doit tuer la bête, si on peut dire, ou combattre le vieux démon. Alors il dit qu'il est sur le plus haut sommet et dans les lieux les plus profonds de la terre. Lorsque l'on est sur la montagne, c'est exactement ça. Pour arriver à la tangente, il faut aller au plus profond de soi, dans ses parties les plus sombres, se faire face, se visiter, se faire face et se confronter. Et être dans l'humilité de son être. Face à nous-mêmes. J'ai parlé du corps mental et d'arriver à retourner son ego pour qu'il se regarde, qu'il se fasse face. D'arriver à ce moment-là, c'est de patauger dans la merde, quelque part. C'est de vivre des choses extrêmement douloureuses, de revivre des souvenirs douloureux, d'être irrité, d'être blessé d'une certaine façon, ou de faire émerger de vieilles blessures. Ça demeure le chemin, ça demeure l'obstacle. Et ça permet la libération. La libération, j'ai parlé de la libération de Dieu du sacrifice, mais je vais vous parler d'une autre libération qui est celle du féminin sacré. Parce qu'il n'y a pas que le masculin sacré qui a été perverti, le féminin sacré aussi, avec, comme je disais, l'empoisonnement de la couronne. Je vous parlerai de la libération de Lilith. J'ai parlé de la libération de Prométhée, mais on est là, sur l'autel, en ce lieu, à la libération de Lilith, à la libération du féminin sacré, de la plus haute partie de Gaïa, de l'avenir de l'homme. Là est le sujet, la totalité de l'exercice
la libération de la Trinité, du féminin sacré. Que l'autel lui-même soit purifié, sanctifié. Il passe par une conscientisation en nous-mêmes de ce féminin sacré. Ça fait pas mal un grand tour. Je suis assez fier de moi. Ça faisait longtemps que je l'avais annoncé. Est-ce que j'avais autre chose? Je vais vérifier. Dans l'action des grands insectoïdes, il y a l'action des exodes, de la séparation des familles, de la dislocation de la forêt elle-même, des arbres, de la dispersion de l'essence. J'ai parlé dans d'autres vidéos de la déportation, comme si nous étions pris dans une famille et ramenés dans une autre famille, comme une famille d'accueil. On rentre dans une famille à laquelle on ne se reconnaît pas. Une famille qu'on ne se reconnaît pas parce que nos valeurs profondes ne correspondent pas aux valeurs que portent quelque part nos parents, dans lesquels ils sont. Soit qu'ils soient totalement endormis ou qu'ils soient dans une autre dynamique. Donc, les grands insectoïdes sont derrière ces actions-là. Des fragmentations, des séparations, des dislocations familiales, des dislocations des liens, des perturbations sociales, des événements potentiellement nourriciers pour des insectes, dans toutes les formes, dans toutes les dimensions de notre existence possible et potentielle. La table, l'autel, est un autel scalaire, d'une dimension scalaire, une mathématique intemporelle. La synthèse est intemporelle. Nous sommes face à l'œuf, au berceau de l'humanité, de toute vie, de toute forme de vie, de création. Nous sommes devant, pas un autel sacrificiel, un autel de création. Nous sommes devant le potentiel de création. J'ai parlé beaucoup dans mes premières vidéos des outils de création qui nous habitent et qui sont cachés en nous. Mais la table elle-même, le féminin sacré, le masculin sacré, sont les outils absolus des créateurs, de la création. Puis quand je regarde ça, puis je regarde les tables de Moïse, puis l'histoire derrière ça, quelque part, j'observe un potentiel de falsification du sens même des tables. Qu'on dit d'une loi, d'un cadre, mais à l'effet inverse, c'est comme à l'opposé. Parce que la création
est illimité, n'est pas pris dans un cadre, au même titre que l'amour. Pour être dans un potentiel de création, il faut être dans un potentiel de liberté, de création. À partir du moment que tu dis que ce lieu est dans la loi, dans un cadre, il faut penser sincèrement, profondément, entre ce qui est la création et la loi. Entre la liberté et la conformité. Présentement, sur cet autel se créent des plastiques, des constructions, des métaux, des ordinateurs. Il se crée toutes sortes de choses qui n'ont aucun lien avec la mère elle-même et le père lui-même. Sur cette table, il y a des créations qui se construisent par notre inconscience. Où est la loi dans ces créations? Où sont les principes de la vie dans cette création, sur ces autels de chacun, que chacun porte entre nous? Chacun de nous porte un autel, un lieu de création. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous remercie d'avoir pris autant de temps à m'écouter. Ah là là, merci.